Mesdames et messieurs, chers amis historiens et amoureux de l'histoire, je suis heureux, nous sommes heureux, toutes les équipes de l'Institut du monde arabe sont heureuses de vous accueillir pour cette première édition des Rendez-vous de l'histoire du monde arabe, événement, je crois, unique sur la scène intellectuelle française et peut-être internationale, et qui accueille plus de 150 historiens, spécialistes, issus de différents pays et de différentes disciplines. J'ai souhaité cet événement sur le modèle des rendez-vous de l'histoire que nous avions créés voici quelques années. À l'époque, j'étais maire de la ville de Blois et Francis Chevrier, qui est là ou quelque part, en était l'artisan, Christophe de Gruel, d'autres amis. Ils ont réussi à faire de ces rendez-vous de l'histoire de Blois un événement majeur de la vie intellectuelle et culturelle. C'est ce même esprit, disons, avec les mêmes complices, Francis Chevrier notamment, Christophe de Gruel aussi, et d'autres personnalités qui font partie du conseil scientifique. C'est ce même esprit qui nous réunit aujourd'hui avec les rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Notre ambition est de nous inscrire dans la durée. Ce n'est pas un événement éphémère, ce n'est pas un événement d'un jour ou de 3 jours. Nous voulons réellement que ce rassemblement fondé sur une vision, je dirais, humaniste, ouverte, tolérante, qui nous permettra de mieux connaître l'histoire dense, riche, vivante, tumultueuse aussi, du monde arabe et de son apport à l'épopée humaine. Chaque année, nous sommes décidés à réunir autour d'un thème, pendant 3 jours, des historiens, des intellectuels, des penseurs, des journalistes, des artistes, des écrivains, des éditeurs et d'autres encore, pour qu'ils nous fassent partager, qu'ils partagent ensemble leurs connaissances, leurs expériences, leurs sciences des mondes arabes sur la longue durée. Ces rendez-vous sont ouverts à tous et ils ont été voulus gratuits afin de marquer réellement ce caractère d'université populaire qui nous est cher. Il ne s'agit pas d'un colloque où les savants parlent aux savants, encore qu'ils aient le droit de s'entretenir entre eux, d'échanger et de partager leurs connaissances. C'est un exercice, au contraire, au cours duquel les savants font partager au plus grand nombre les résultats de leurs études, de leurs recherches, de leurs réflexions, de leurs interrogations, et les mettent à la disposition de chacun. Un lieu aussi où le public, où les visiteurs peuvent interroger davantage ces savants dans un climat d'échange et de dialogue. L'ensemble de la manifestation est placé sous l'impulsion d'un conseil scientifique, et la liste figure dans les documents qui vous ont été remis, qui rassemble certaines des plus éminentes personnalités pour s'assurer de la rigueur intellectuelle et de la haute tenue de nos débats. Et je voudrais remercier chaleureusement les membres de ce conseil et pour avoir quelquefois osé pénétrer dans leur enceinte de réunion, j'ai pu constater à quel point ils avaient pris à cœur cette mission qui détermine la réussite de notre rencontre, et le grand travail qu'ils ont accompli en si peu de temps est un exploit. Donc chaque année, je le disais à l'instant, un sujet sera particulièrement mis en avant. Pour cette première édition, vous le savez, c'est le thème de la ville qui a été retenu, en résonance avec la programmation de l'Institut du monde arabe, les expositions qui se tiennent en ce moment même. Et en parallèle de ce thème, c'est toute l'actualité de l'historiographie du monde arabe que nous souhaitons aborder, et sur des sujets, comme en témoigne la présentation d'ouvrages organisés avec les éditeurs ou les cartes blanches laissées à telle ou telle institution. C'est, je crois, un programme
peut-être incomplet, sûrement incomplet, mais déjà foisonnant et riche, qui vous est proposé. Et je remercie évidemment tous les intervenants qui sont déjà intervenus dès ce matin, les plus courageux, en tout cas très courageux, à coup sûr, et qui vont nous inviter à ces voyages à travers le temps, aujourd'hui, dans un instant, et demain et après-demain. L'ambition est scientifique, elle est aussi, je dirais, j'ose dire, humaine, politique dans le meilleur sens du terme, aider à la compréhension mutuelle. Et en cette période où les fanatismes occupent trop souvent la première place, le devant de la scène, il nous paraît important que l'Institut du monde arabe, institution unique au monde, puisse rappeler cette richesse, ces richesses de l'apport à l'histoire, à l'humanité du monde arabe. Nous avions en tout début d'année, en janvier, organisé ici même un symposium plutôt tourné vers l'avenir, un symposium sur les renouveaux du monde arabe, et nous avions accueilli 300 personnalités venues de tout le monde arabe, et la manifestation avait été inaugurée par le président de la République, et ce fut, je crois, une assez belle réussite. Et les rendez-vous de l'histoire participent de cette même volonté. Faire confiance à l'intelligence, faire confiance à l'esprit critique, faire confiance au bon sens, faire confiance à la connaissance. Et nous habitons le même monde, la même planète, pardon de dire une telle banalité, le même village. Et je crois que notre mission aux uns et aux autres, et notamment aux intellectuels, aux femmes et aux hommes de science, est d'établir des ponts plutôt que de construire des murs, des ponts entre le monde arabe et l'Europe en particulier. Et je veux remercier tout le personnel, ou tous les personnels de l'Institut du monde arabe qui ont travaillé d'arrache-pied tout au long de l'année pour nous aider à vous proposer une programmation de cette richesse. Je me permettrai de citer naturellement, plus particulièrement, le directeur des activités culturelles, M. Metalsi, et plus spécialement encore, M. Mati Kabal et Shrin El Misiri, qui vraiment se sont donné beaucoup de peine et qui ont consacré beaucoup d'énergie à proposer ce beau programme. Et je veux les remercier en votre nom chaleureusement. Je voudrais aussi naturellement saluer les partenaires institutionnels sans lesquels nous n'aurions pas pu imaginer en un temps aussi court un tel événement. L'événement, il est soutenu et suivi par plusieurs partenaires médias dont je veux saluer l'audace. Ils ont eux aussi parié sur la réussite d'un tel événement. Je pense évidemment à France Culture et à son directeur Olivier Foivre-Larvor qui dans un instant s'exprimera s'exprimera devant vous, pardon. Et je sais à quel point depuis plusieurs jours déjà, et davantage, plusieurs émissions, l'information, les émissions d'information font parler les uns et les autres, et c'est un engagement profond et réel que celui de France Culture et d'Olivier Poivre-Larvor. L'Obs, qui nous a aussi solidement épaulés, Le Monde, à travers toute une série de publications, d'annonces, Florence Evin en particulier, qui, une fois de plus, nous aide à faire connaître ce qu'est le monde arabe, le monde des religions, France 24, TV5 Monde, auquel nous sommes associés par ailleurs, Radio Orient, le Courrier de l'Atlas. Je redoute d'avoir oublié un certain nombre d'autres partenaires. Nous corrigerons chemin faisant si un tel oubli a été commis. Des captations vidéo de toutes les conférences seront mises en ligne sur le site de l'Institut du monde arabe à partir de mercredi prochain. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement résumé ce qu'est l'esprit de cet événement. Je suis heureux d'être à l'instant à l'heure pile. Je ne crois pas au destin. Je reviens de Copenhague où, à l'invitation de la reine, nous célébrions, les Danois célébraient le centenaire, le premier centenaire, j'espère qu'il y en aura un deuxième et un troisième, de la Constitution
danoise. Cette constitution, elle est célébrée à ce point au Danemark parce qu'elle est la première en Europe qui a reconnu le droit de vote des femmes. C'est un événement. Et j'espère que l'exemple danois se propagera à travers le monde, déjà dans certains pays arabes. Mais il faut continuer le combat, comme nous disions naguère, pour que les femmes disposent pleinement des mêmes droits que les hommes, c'est-à-dire des droits tout simplement. Donc dans un instant, Olivier Poivre d'Arvor s'exprimera, et je le remercie encore de son engagement magnifique dans cette aventure. Puis Henri Laurence, que je ne présente pas, qui est professeur au Collège de France, qui fait partie pleinement du conseil scientifique, qui l'anime avec énergie et talent. Il révélera le nom du lauréat du Grand Prix des rendez-vous de l'histoire. Puis Mati Cabal présentera le programme des 2 jours à venir et donnera la parole à celui qui va donner avec son talent et sa force à notre événement son sens. C'est Nasser Abad pour sa conférence inaugurale et je le remercie de sa présence parmi nous. Et je remercie naturellement à nouveau toute l'équipe qui est l'artisan de cette, je crois, réussite. Merci. Monsieur le Président, brièvement, cher Jacques, pour vous remercier de vos mots plus qu'aimables et me faire l'interprète en fait de l'Assemblée ici présente à laquelle vous êtes adressé, pour vous dire qu'après 2 années, je crois, de mandat, vous nous épuisez, littéralement. Mais vraiment, il n'y a pas un soir de libre que vous nous accordez, même le vendredi soir, par un beau temps comme celui-là. Vous inventez, et c'est votre longue histoire culturelle qui nous vaut ceci, avec des complices de toujours, je pense à Francis Chevrier, vous nous inventez ce dont nous avions besoin et qui nous empêche évidemment, avec plaisir, d'aller en week-end. Nul doute que sous votre impulsion, le Danemark adhérera bientôt à l'Institut du monde arabe. Votre énergie est irrésistible et ce n'est pas la raison pour laquelle France Culture s'associe avec évidence et plaisir à ces manifestations. Je remercie beaucoup Jean-Noël Jeannet, Emmanuel Laurentin, Abdenour Bidar, qui sont des producteurs de la chaîne, qui ont déjà enregistré ou qui vont enregistrer des émissions. Et je crois que ce que vous avez déjà produit depuis toute cette journée et ce que vous produirez pendant ce week-end est déjà de l'histoire. Et nous adorons les archives à France Culture, mais je crois que le moment que nous partageons ici ce soir est un moment très important pour moi sur un plan très personnel. Je me souviens qu'en 1988, nommé attaché culturel à Alexandrie, ne connaissant peu de choses du monde arabe à l'époque, j'étais venu à l'Institut du monde arabe, ici à la bibliothèque, pour chercher, il n'y avait pas Internet à l'époque, une histoire de l'Égypte, et je l'avais trouvé dans la bibliothèque de l'Institut du monde arabe. Et ce que probablement tous les chercheurs, tous les historiens vont délivrer pendant ces jours sera là aussi de l'histoire en mouvement, et je me réjouis évidemment beaucoup que ce rendez-vous soit annuel, je crois, ou sera annuel. Sachez en tout cas que la chaîne France Culture et à travers elle le groupe Radio France s'associera, et plus que ça, ça fait de la très bonne radio ce que vous faites, donc nous en redemandons, voilà, mais peut-être pas le week-end prochain. Merci. Sous la monarchie de Juillet, à l'époque du bon roi Louis-Philippe, on nommait un maréchal de France président du Conseil et on appelait ça un illustre fourreau. Et donc, je crois que c'est la charge d'illustre fourreau que l'Institut du monde arabe m'a offert en me donnant la présidence du jury du Grand Prix des rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Donc, j'ai dû, avec l'aide de l'équipe, confectionner un jury que j'ai pensé équilibré entre les centres parisiens, les centres provinciaux, des mondes arabes, en genre, en discipline, etc. Le résultat de tout un bon système d'équilibre à faire pâlir plusieurs générations d'hommes politiques libanais, c'est que
nous avons une liste d'excellents livres proposés par les membres de ce dit jury, vraiment tous très très bons, ce qui évidemment a posé beaucoup de difficultés pour arriver à une décision au jury, d'autant plus que les livres sélectionnés que vous avez sur le programme traitent de sujets divers et dans des perspectives diverses, certains allant du côté de la synthèse d'un champ de savoir et d'autres étant des travaux plus novateurs dans un domaine plus précis. Donc, il serait difficile de faire un classement, mais je peux vous dire que les débats ont été un peu longs, parfois un peu mouvementés hier soir, mais évidemment, un vote a permis de trancher. Alors, nous n'avons pas fait de classement, évidemment, mais je dois dire que dans cette liste, un livre comme Fès et sainteté de la Fondation et l'événement du protectorat en histoire religieuse islamique a beaucoup impressionné les membres du jury par la qualité de la science et l'originalité de la démarche. Nous avons tous été émus par le très grand livre de Jean-Claude Garcin qui présentera de toute façon dans le cadre de ce festival son travail pour une lecture historique des Mille et une nuits, puisque c'est l'exploit scientifique considérable d'arriver à dater la composition des différents contes des Mille et une nuits à partir de l'édition dite de Boulac, c'est-à-dire de 1835. L'histoire politique du clergé chiite de Pierre-Jean Luisard, qui résumait 20 ou 30 ans de carrière, puisqu'il a dû commencer sa carrière scientifique à peu près en même temps que moi dans la même équipe doctorale, donc je permets de dire qu'il n'est pas si jeune que ça. Donc aussi impressionné, bien que ce soit moins original si on avait lu déjà ses autres livres, mais c'est une très bonne synthèse de l'œuvre d'un chercheur. Le début d'Islam, jalon pour une nouvelle histoire de Françoise Michaud a beaucoup marqué un certain nombre de membres du jury parce que ça fait la synthèse sur le premier siècle de l'islam et certains ont même dit que c'était un devoir civique pour tout enseignant, en particulier du secondaire, d'avoir lu ce livre parce qu'ils sont souvent désemparés quand ils doivent traiter de l'islam dans les cours de collège. Et je crois que des échos sont arrivés dernièrement de ces problématiques. Voilà. Mais enfin, après des débats sévères et un vote tranchant, parce que Dieu merci, le jury était un nombre impair, donc il y a eu nécessairement un résultat qui est sorti, et c'est donc le livre de Julien Loiseau, Les Mamelouks, 13e, 16e siècle, qui l'a emporté à la fois par la richesse de l'information, qui fait une synthèse d'un côté, mais qui s'appuie aussi sur des archives de première main, mais aussi pour la clarté de l'exposition et la qualité de la langue française. Alors, comme le lauréat vient de l'apprendre qu'il avait ce jury, je me suis défaussé sur lui pour qu'il nous présente en 3 ou 4 minutes son travail. Si vous voulez bien venir, Monsieur Loiseau. Monsieur le Président du jury, merci infiniment pour cette distinction que vous m'accordez pour ce livre sur les Mamelouks. Et je dois dire qu'il y a un savoureux paradoxe à ce que les Mamelouks soient ainsi mis à l'honneur des premiers rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Ces hommes jetés sur les marchés aux esclaves du Proche-Orient entre le XIIIe et le XVIe siècle, ces hommes nés loin du monde arabe, dans la steppe eurasiatique, dans les montagnes du Caucase, et qui, au détour d'une carrière militaire, se sont retrouvés à gouverner deux des plus belles provinces du monde arabe, l'Égypte
avec sa grande capitale, le Caire, et la Syrie. C'est un savoureux paradoxe parce que ces hommes étaient souvent moqués pour leur maigre maîtrise de la langue arabe, pour leur origine justement à la fois étrangère, païenne. Ils étaient nés non musulmans, ils ont été convertis au cours de leur carrière. Et pourtant ces hommes ont aimé passionnément les pays qu'ils ont été amenés à gouverner pendant plus de 2 siècles et demi. Ils les ont aimés passionnément au point d'y construire. L'histoire des Mamelouks, c'est une histoire tranchante, comme la décision du jury, évidemment. C'est une histoire tumultueuse, comme celle du monde arabe, mais c'est aussi une histoire urbaine. Et je trouve qu'il y a là aussi un beau signe à ce que ce livre soit distingué l'année où les rendez-vous de l'histoire du monde arabe, la première édition, est consacrée à la ville. Les Mamelouks ont beaucoup construit, ont laissé un très bel héritage aux villes du monde arabe et dans l'imaginaire architectural du monde arabe. Et d'ailleurs, et puisque le professeur Nasser Rabat est un des éminents spécialistes de l'architecture mamelouk, vous verrez d'ailleurs, et sans vouloir brûler ces vaisseaux, qu'il y a sur cette image quelques traces de l'architecture mamelouk. Un dernier mot, ces hommes ont tellement aimé ces pays qu'ils ont gouvernés qu'ils n'ont jamais cherché à rentrer dans un pays, dans un passé qu'ils avaient perdu, et qu'ils ont au contraire construit beaucoup, investi, créé une famille, un enracinement, construit des tombeaux, qui était pour eux le meilleur moyen de se doter d'une autochtonie qui se refusait à eux parce qu'ils étaient nés loin, qu'ils maîtrisaient mal la langue du pays et qu'ils en avaient appris toute la culture. Merci infiniment. Alors le temps est venu. Ah, monsieur Gabal, je vous laisse le soin d'animer la suite. Bonsoir. Effectivement, Nasser Rabat est l'auteur d'un ouvrage de référence, l'histoire mamelouk à travers l'architecture, construction, culture et politique dans l'Égypte et la Syrie des Mamelouks, publié à Londres en 2010 et récompensé par le prix de la Société de l'amitié kuwaito-britannique en 2011. Donc, et évidemment, avant, Henri Laurence avait aussi travaillé sur la question et des travaux de référence. Pour dire que hier, au cours des délibérations, effectivement, il y a eu des discussions âpres et le choix s'est porté sur le livre de Julien Loiseau, d'ailleurs, que vous allez retrouver dans de nombreuses interventions, puisque je crois qu'il est devenu un peu notre militant des rendez-vous de l'histoire de cette édition, puisqu'il est un peu partout, il intervient dans de nombreuses tables rondes. Voilà. Nasser Rabat, ce n'est pas la première fois qu'il intervient à l'Institut du monde arabe. Il était notre invité en 2003, puisqu'il a assuré la chaire de Lima en 2003, une série de conférences qu'il avait données, et c'était un moment culturel de partage très fort. Alors pour le présenter, c'est un peu difficile, puisque je dirais que c'est un peu touche à tout. Il est professeur et directeur du programme Aga Khan pour l'architecture islamique au MIT à Boston. D'ailleurs, il vient directement de Boston. Il est arrivé hier, il était un peu décalé, mais là, il retrouve un peu ses repères. Il est architecte, historien, et ses intérêts académiques couvrent de nombreux domaines de l'histoire, l'historiographie, l'architecture islamique, l'art, l'histoire urbaine, l'histoire arabe moderne et aussi la critique postcoloniale.
et il est l'auteur d'une centaine d'articles académiques publiés dans de prestigieuses revues spécialistes. Et au nombre de ses livres donc les plus récents, je viens de citer son ouvrage sur l'histoire mamelouk à travers l'architecture, ainsi que les villes mortes, paru en 2010 à Damas, Al-Mudun Al-Mayita, et il travaille actuellement à la préparation d'une seconde édition de cet ouvrage, au regard des destructions massives des sites archéologiques en Syrie et en Irak. Évidemment, il porte un regard distancié sur son pays, la Syrie, et pour voir le devenir de ce pays après cette détresse généralisée qui s'empare du pays et de toute la région. Et de même qu'il prépare une biographie sur l'historien Al-Maqrizi, 15e siècle, et qui a été le premier chroniqueur de l'histoire urbaine du Caire. Nasser Rabat a travaillé comme architecte à Los Angeles et à Damas. Il est évidemment, il a été professeur invité à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris en 2009 et à la Ludwig Maximilians Universität de Munich en 2007. Et il collabore régulièrement avec de nombreux journaux arabes, puisqu'il écrit en arabe Tel Al-Hayat et Al-Arabi Al-Jadid, et ces papiers portent sur la politique actuelle et les problèmes culturels du monde arabe. Évidemment, il est membre de nombreux organismes culturels dans le monde arabe. Il est aussi consultant auprès d'organismes internationaux dans les domaines du design et sur des projets dans le monde islamique, notamment dans les pays du Golfe. Alors, ce soir, évidemment, son intervention, sa conférence plutôt, elle portera sur ce sujet, ce thème, sur le sujet ville fabuleuse d'Orient. Donc on est très heureux de l'accueillir à nouveau ici même, puisqu'il avait assuré donc cette chaire dans cet espace. Merci Nasser, et à toi la parole. Merci. Merci, Monty. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Massa al-Khair. Je compte à remercier mon ami Julien Loiseau et à le féliciter d'avoir réussi à prendre ce prix. C'est Julien qui m'a proposé de venir ici, alors je le remercie. Et puis, je suis vraiment très ravi de revenir ici dans 12 ans pour donner une conférence sur un sujet sur lequel je ne sais pas grand-chose. Alors, je vous demande de patience. Il y a une corrélation étrange entre l'Orient et le merveilleux dans l'imaginaire occidental. Le merveilleux, non seulement au sens de l'incroyable et du mythique, mais également au sens de l'inhabituel, du stupéfiant et des spectaculaires contes oraux et représentations de l'Orient, de l'Antiquité à nos jours. Selon Hérodote, la plupart des connaissances sur la magique et le spirituel reprises et développées par les Grecs provenaient d'Égypte. Cette idée a été réhabilitée après la brève occupation française de l'Égypte à la fin du XVIIIe siècle et la redécouverte en Europe des merveilles de l'Égypte antique. Ceci est bien illustré dans une peinture allégorique, L'étude et le génie, dévoile l'antique Égypte à la Grèce, qui date de 1827, de François-Édouard Picot, peinte au plafond du 6e hall des collections égyptiennes au Louvre et commandée par le roi Charles X. Cette peinture néoclassique minutieuse représente la rencontre entre la Grèce
et l'Égypte, provoquée par des personnifications de l'étude et du génie. Héra, représentant la Grèce, se tient sur un nuage. Elle porte une tunique blanche et un manteau rouge, avec une couronne sur sa tête et un spectre à la main, symbole de pouvoir. Elle est encadrée par une étude ailée avec des lauriers et un génie nu portant la torche de la connaissance. L'étude et 3 séraphins soulèvent un drap blanc qui dévoile une Égypte assise, au sein nu, un lotus et un papyrus dans les mains, symbole des 2 moitiés du pays unifié. Couronnée avec la tête d'Horus, l'Égypte est entourée de références à ses merveilles. Les 3 pyramides, une obélisque, un couple de sphinx rouges et le Nil personnifié reposant sur un crocodile. D'autres objets au premier plan, comme un vase d'alabâtre peint avec réalisme, un cistre ou une dague, renforcent l'image de l'Égypte antique vue par l'âge néoclassique, qui vient de découvrir les richesses de ce mystérieux pays, à la suite de l'invasion napoléonienne et de la publication de la première édition du monumental Description de l'Égypte, probablement le plus monumental publication sur un pays à toujours, qui a suivi. La Phénicie, sur la côte méditerranéenne Est, était aussi une source de nouveautés et de fabuleux. Cadmous est venu en Grèce de Tyr, une des principales villes de Phénicie, à la recherche de sa sœur Europa, remarquez le nom, qui avait été enlevée par Zeus, transformée en taureau, et l'a ramenée à sa patrie natale, le Liban d'aujourd'hui. Mais le prince resta finalement dans la péninsule hellénique, où il enseigna l'alphabet aux Grecs, au moyen de communication et de préservation de la connaissance, un cadeau oriental que les Grecs utiliseront par la suite avec habileté et souplesse. Après plusieurs aventures miraculeuses, il fonda la cité de Thèbes, qui, selon la chronologie fictive d'Hérodote, aurait été parmi les premières cités grecques. Plus tard, la région de Phénicie, intégrée à l'Empire romain, s'élèvera à un niveau existentiel fondateur, avec l'émergence de la chrétienté en Palestine, d'où sont originaires le Christ, mais aussi tous ses apôtres, ainsi que ses paraboles et son éthique. Néanmoins, l'Orient est toujours resté la source du mythique et du fabuleux. Les rois mages, des sages qui étaient sans doute des disciples du prophète perse Zoroastre, fondateur d'une grande religion orientale éclipsée par l'émergence du christianisme et plus tard par l'islam, ont rendu visite à l'enfant Jésus, l'ont reconnu comme le Christ et lui ont apporté de précieux cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, symbole de richesse et de luxe associés à l'Orient et convoités par les Occidentaux. Mais l'Orient, paradoxalement à la fois attirant et repoussant, l'est devenu plus avec l'arrivée de l'islam. Mythes accumulés, reliques de conflits de civilisation et grandes distances étaient désormais exacerbés par la divergence culturelle, voire parfois la rivalité culturelle ou religieuse qui a intensifié la singularité et l'étrangeté de l'Orient aux yeux de la chrétienté européenne. Ainsi, la Mecque est une catégorie anagogique à elle seule, comme le cadre d'une foi nouvelle, étrange mais familière. Les musulmans y voient la première demeure de Dieu, Baytullah, construite sur terre. Dieu y a testé la foi du prophète Abraham, dans l'épisode du sacrifice attribué à Jérusalem par les Juifs et les chrétiens. Et c'est également le lieu de naissance du prophète Mohammed, qui a amené une mission qui a été vue pendant plusieurs siècles en Europe comme une distorsion du christianisme.
le Damas des Omeyyades et plus tard de Saladin est vu à la fois comme une capitale islamique typique et comme une oasis ouvrant la route de l'Arabie déserte, Arabia Deserta, célèbre pour sa chevalerie bédouine imitée par les aventuriers européens au début des temps modernes et pour ses chevaux, ces histoires d'amour platonique, dites Ezri en arabe, ces caravanes apportant des trésors et délices d'un Orient encore plus lointain, et bien sûr d'une forme particulière de brutalité noble. Sa grande mosquée, à la fois familière aux yeux des Occidentaux habitués à l'opulence des palais et églises byzantines, est étrange avec sa façade repliée sur elle-même et ses mosaïques aniconiques représentant des paysages ruraux et urbains aux tentes dorées. Il y a des cités impériales abbassides, en commençant par Bagdad, la ville ronde d'Al-Mansour, qui a inspiré le plus fameux conte sur l'Orient, Les 1001 nuits, avec ses califes excessivement riches, leurs palais dorés aux dômes en forme de bulbe, harems immenses et gardes du corps inquiétants et menaçants. Il y a les Mamelouks d'Égypte et de Syrie que l'on a longtemps cru être des enfants chrétiens enlevés, soumis à un entraînement militaire, puis retournés contre leur foi originelle dans un plan diabolique pour priver la chrétienté de sa puissance régénératrice en utilisant ses propres enfants pour la combattre. Il y a les cités médiévales aux fabuleuses citadelles où une aristocratie militaire vivait à l'écart de la cité et dont les exemples les plus importants étaient Le Caire et Alep, deux villes qui ont bien résisté aux assauts des croisés, et j'espère que Alep résistera toujours aux assauts des nouveaux croisés, ainsi que, pour des raisons légèrement différentes, Grenade, dont la citadelle de l'Alhambra est devenue une référence de vie facile et d'hédonisme excessif, mais romantique et séduisant. La découverte à la Renaissance de l'Extrême-Orient, plus vaste que la partie de l'Orient plus près de l'Europe, est connue depuis des millénaires, à savoir le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, n'a pas changé la perception de sa fabulosité. Au contraire, cela l'a renforcée par l'ajout de cultures étrangères que les voyageurs européens ont rencontrées et auxquelles il manquait jusqu'à la familiarité des Méditerranéens et l'héritage partagé de l'Antiquité et du début du christianisme que le Proche-Orient avait avec la chrétienté européenne. Dans Les Villes invisibles, Italo Calvino a parfaitement décrit cette étrangeté mythique dans les descriptions lyriques derrière lesquelles se cache à la fois la fascination d'un Orient ou pour l'Orient et une attitude cavalière qui consiste en acquérir la connaissance. Son Marco Polo, qui en réalité n'a peut-être même pas été en Chine, raconte à un Kublai Khan ravi les contes des villes de son vaste empire mongol que le Khan n'avait apparemment pas visité. Calvino déploie tous les artifices littéraires et linguistiques tout au long du livre dans les descriptions des qualités extraordinaires de ces villes. Elles sont en même temps magiques, mystérieuses, magnifiques, enchanteresses, secrètes, ouvertes et libertines, fermées et traditionnelles, éphémères, illusoires, captivantes, addictives, déprimantes, oppressantes, tyranniques, libératrices, piégeuses, humiliantes, glorifiantes, humanisantes et démoniaques. Mais Calvino construit en fait une chronique de nostalgie, puisque qu'on découvre à la fin que son Marco Polo fictif réunissait 1001 images de sa chère Venise, tirées de sa mémoire, mais aussi de son imagination, et toutes incrustées dans le récit fragmenté des villes fabuleuses de l'Orient. Ce récit mythique prend le dessus sur l'histoire en faisant ressortir la représentation des villes orientales bien avant que l'observation et la documentation deviennent les outils de base d'une nouvelle méthode scientifique ou empirique. Mais même avec leur introduction,
l'emprise de l'imagination et du mythe resta dominante. L'observation et la documentation y furent même englobées et devinrent des outils de consolidation des images fantastiques circulant en Occident sur les villes orientales. En témoigne par exemple l'exclamation d'Alfred de Musset dans son long poème Namouna, un conte oriental écrit au milieu du XIXe siècle. Maintenant, c'est de Musset qui parle. Considérez aussi que je n'ai rien volé à la bibliothèque. Et bien que cette histoire se passe en Orient, je n'en ai point parlé. Il est vrai que pour moi, je n'y suis point allé. Mais c'est si grand, si loin, avec de la mémoire, on se tire de tout. Allez voir pour y croire. Si d'un coup de pinceau, je vous avais bâti quelques villes aux toits bleus, quelques blanches mosquées, quelques tirades en verre, d'or et d'argent plaqués, quelques descriptions de minarets flanqués, avec l'horizon rouge et le ciel assorti, m'auriez-vous répondu, vous en avez menti? Même quand, à l'époque de la colonisation, le contact direct et l'étude systématique devinrent la norme dans les relations entre les observateurs occidentaux et la vie urbaine orientale, les villes orientales restèrent enveloppées de mythes et de fantasmes. L'image était tellement omniprésente qu'il s'était répandu non seulement dans la littérature, l'art et les différents nouveaux médias du capitalisme, telles les reconstructions pour les expositions universelles, comme la rue du Caire à l'exposition à Paris de 1889, la publicité, le cinéma, mais également dans des projets urbains coloniaux en Orient. New Delhi, planifié par Edwin Lutyens et Herbert Baker, et construite entre 1911 et 1931, en est un exemple flagrant. Héliopolis, le cité-jardin au nord du Caire, planifié par Ernest Jaspar entre 1908 et 1910 pour le baron Empin, industriel belge qui a amené le tramway en Égypte, en est un autre. Complet avec ses souks à minarets, ses palaces allant de fantasmes arabes à une imitation d'Angkor Wat pour le palais du baron ou une cathédrale catholique trop monumentale pour un pays sans aucun catholique indigène. Le Corbusier, le moderniste puritain, n'ayant pu se résoudre à concevoir une cité orientale pour l'Alger colonial, contourna la question avec son plan Obus en 1933, une contribution mégalomaniaque à l'architecture moderne qui a laissé la cité arabe ou la Kasbah, la plaie lépreuse qui avait souillé le Golfe et ses pentes du Sahel, intacte sous sa ville viaduc, gigantesque et rectiligne, reliant par une autoroute un centre d'affaires sur ponton à une zone résidentielle ondulante, énorme et oppressante, construite à flanc de collines derrière la ville. En intégrant les thèmes de séparation, de ségrégation, de surveillance et de négligence intentionnelle, le plan traitait la Kasbah plus comme un spectacle exotique, mais méprisé, ou comme une réserve pittoresque pour les indigènes vus d'en haut que comme un organisme urbain vivant. L'approche de Frank Lloyd Wright était résolument bien plus bienveillante et plus romantique. Son plan pour un grand Bagdad en 1957-58, qui comprenait un opéra, des musées, un zoo et un campus universitaire centré sur une île au milieu du fleuve Tigre et s'étendant sur les deux rives, est en réalité l'expression d'un fantasme oriental moderniste. Rappelant la ville ronde d'Al-Mansour, construite au 8e siècle, le projet s'accompagne d'une panoplie de références naïves à la vision de l'Orient par un Américain élevé à la fin du 19e siècle qui aurait lu Les 1001 nuits comme son initiation à l'Orient. Une statue dorée de 100 mètres de haut de Haroun al-Rachid, calife présumé des 1001 nuits,
devait être installée sur une base en spirale, inspirée par le minaret al-Malwiya de la mosquée d'Al-Mutawakkil de Samarra, datant du IXe siècle, et constituait l'extrémité nord du complexe de l'île. Les paraments verticaux devaient représenter des chameaux gravissant la rampe en spirale. Vous voyez les chameaux ici. Un cliché usuel de l'Orient. L'opéra devait être décoré de scènes de 1001 nuits et sa coupole ouverte entourait une statue d'Aladin, ou d'Aladin, je pense en français. Voilà, Aladin est ici, on ne peut pas le voir, mais Aladin avec sa lampe magique, tenant sa lampe en sa main, rien de moins. Et plus de 2 statues d'Adam et d'Ève dans le jardin symbolisant le jardin d'Éden, réputé se trouver en Mésopotamie, toutes émanant de l'imagination d'un maître d'œuvre qui, lors d'une conférence à Bagdad en 1957, a appelé les professionnels locaux du bâtiment à se rapprocher en profondeur de l'esprit du lieu. Cela ne signifie pas que les architectes modernistes n'ont pas également apporté en Orient leur nouvel urbanisme scientifique, rigoureux et souvent brutal. Au contraire, la fin du modernisme a vu le développement de plusieurs projets urbains pour des nouvelles villes orientales. Le Chandigarh de Corbusier, l'Islamabad de Doxiades et la ville blanche Bauhaus de Tel Aviv sont parmi les exemples les plus connus des villes nouvelles orientales. Toutes sont des expressions autocratiques et fondamentalement utopiques du projet ambitieux d'édification de nations confrontées à des contradictions géographiques, historiques et sociales. Leur plan moderniste strict, adouci par des références symboliques aux cultures indigènes ou des renvois plus formels au climat ou au site, annonçait un nouvel âge de l'indépendance et du progrès. Mais elles ont finalement toutes été absorbées par un tissu urbain beaucoup plus naturel et en plein développement autour d'elles, si bien que leur agencement logique mais rigide a laissé la place au chaos généré par les développements informels, l'explosion démographique et la saturation des infrastructures, transformation observée dans la plupart des villes du Moyen-Orient à la fin du XXe siècle. D'autres villes du Moyen-Orient ont cependant commencé à prospérer à cette époque-là et prospèrent encore aujourd'hui malgré la récente crise économique mondiale et la situation politique précaire de la région. Il s'agit des villes arabes du Golfe Persique, un chapelet de foyers d'une supra-urbanisation le long de la côte sud du Golfe, immensité aride et sableuse allant de Koweït à Oman, en passant par l'Arabie saoudite, le Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis. Comme l'a dit feu le poète palestinien Samih al-Qasim, dans un contexte différent, ces villes nouvelles jaillissent des confins du désert, jaillir au sens littéraire du terme, puisqu'elles atteignent des hauteurs extraordinaires et des dépenses faramineuses à tel point que beaucoup d'entre elles érigeaient de nombreuses tours qui rivalisent avec Singapour, Hong Kong et Shanghai. Jusqu'il y a 2 générations, ces villes ultramodernes, étonnamment charmeuses, étaient de simples et tranquilles bourgades perlières et de pêcheurs. Ces campements fournissaient des foyers modestes à leurs habitants et reliaient le milieu de la mer et du désert par les routes caravanières et des liaisons par Boutre ou Daou. Par la suite, ces villes, dont la plupart étaient devenues des villes-États sous la domination coloniale britannique, ont découvert des gisements d'or noir. Leur richesse atteignit des sommets, en particulier suite à la flambée des prix après l'embargo de 1974, ce qui fit prospérer tout le reste. Les villes elles-mêmes, vitrines et stockages de la nouvelle richesse, se sont développées de manière exponentielle. Les technologies modernes, dont l'utilisation atteint désormais un niveau écologiquement critique, ont permis de repousser le désert et de gagner sur la mer. Le développement rapide
a donc reposé sur leur capacité à trouver un équilibre entre les deux milieux naturels foncièrement différents qui les ont encadrés et définis depuis toujours, la mer et le désert, ainsi qu'à les utiliser au service d'une urbanisation rapide et parfois même brutale, alimentée par le troisième élément naturel dont elles disposent en abondance, le pétrole. Il y a bien sûr une longue histoire derrière ces villes fabuleuses d'aujourd'hui. La région est marquée par un caractère islamique exceptionnel et solide, varié et ouvert aux influences de tout le golfe Persique ou des rivages de l'océan Indien, mais également austère et presque mystique par la présence du désert juste derrière l'horizon. Mais il s'agit aussi d'une histoire où, pendant de longs siècles, la région qui a donné naissance à l'islam est restée en marge d'une succession d'empires islamiques aux capitales distantes et négligentes et parfois rancunières, suite de l'occasionnel soulèvement religieux de nomades. Cette histoire n'a laissé que peu de traces matérielles, en majorité des ruines de bâtiments en adobe, pleurés par les poètes et que le vent recouvre peu à peu de sable. Mais ces périodes successives de courte durée et de prospérité, ou plus longues de pauvreté et de misère, négligées par les centres impériaux lointains ou menacées par les nomades pilleurs voisins, d'inertie fataliste ou du lutte déterminée pour survivre dans un désert inhospitalier et au bord d'une mer traîtresse, ont laissé dans l'inconscient collectif des traces qui n'ont pas complètement été effacées par l'effet apaisant d'un pétrole jaillissant depuis quelques années. En fait, la prospérité considérable et soudaine générée par le pétrole a fini par créer de nouvelles attentes urbaines qui révèlent un mélange fragile et contradictoire de capitalisme impitoyable, de consommation à outrance, d'une contemporanéité à la pointe du progrès technologique et d'un traditionnalisme solide et enraciné. Au début, les changements se sont faits en rythme mesuré et raisonnable. Les premières découvertes de pétrole dans les années 40 et 50 et les concessions injustes imposées par les multinationales aux dirigeants du Golfe n'ont amené qu'une richesse modeste et des démonstrations de luxe modéré. Les villes, qui avaient maintenu les mêmes modes de vie traditionnels pendant des siècles, commencèrent à acquérir progressivement les infrastructures de base de la vie moderne. De nouveaux services sociaux et civiques, comme les écoles et les hôpitaux, furent introduits. Et de nouveaux styles de vie urbains furent implantés chez une population qui n'avait aucune idée de la plupart de ces ajustements sous-jacents et importés à l'étranger. Ainsi, les villes arabes du Golfe des années 60 et 70 présentèrent une configuration similaire à celle de nombreuses villes coloniales du tiers-monde qui avaient déjà embrassé la modernisation. Une trame urbaine traditionnelle augmentée de nouvelles routes d'accès et de quelques services publics, entourée de nouveaux quartiers à l'européenne, avec de larges avenues, des immeubles d'appartements ou des maisons individuelles et des regroupements de bâtiments publics, religieux, gouvernementaux et commerciaux. L'évolution est devenue plus spectaculaire à la suite du choc pétrolier des années 70. Le désir d'un développement rapide et important dans des temps records pour accueillir une population grandissante et satisfaire ses besoins socioculturels croissants, ainsi que ses goûts de luxe nouvellement apparus, que Beyrouth, ville qui a généralement accommodé les escapades des gens du Golfe, ne pouvait plus satisfaire, englué dans une grave guerre civile de 1975 au début des années 90. A accompagné l'afflux massif de liquidités et l'émancipation socio-économique associée à l'exposition grandissante au culte de la consommation. Ceci a coïncidé avec l'arrivée du postmodernisme sur la scène architecturale mondiale et les villes arabes ont plongé dans la nouvelle philosophie postmoderne avec ferveur et enthousiasme et, dite de manière politiquement correcte,
avec un fort désir psychologique de satisfaire leurs besoins particuliers. La revendication d'une architecture certes contemporaine, mais ayant en même temps une signification historique ou fantasmée, vient d'une combinaison de plusieurs facteurs. Les fortunes que ces villes et leurs habitants ont amassées, leur volonté d'avoir une position plus influente dans la hiérarchie mondiale, leur point de vue profondément religieux et conservateur, ainsi que leur quête ardente d'une identité culturelle et politique. Les années 80 se sont avérées être une époque propice pour les architectes et les urbanistes pour céder à l'utopie consistant à doter ces villes d'une architecture extraordinaire. Pour y parvenir, ils furent intégrés à leurs projets, par ailleurs très en point divers, éléments jugés traditionnels, arabes ou islamiques, historiques ou légendaires, et souvent utilisés comme figure de base dans des plans et façades ou étalés comme décoration sur de multiples surfaces. Cette mode s'est étendue à tous les types d'architecture, des résidences d'émirs et des cheikhs aux imposants ensembles et financés par le gouvernement et construits par de grandes entreprises internationales d'architecture qui se partagent la plupart des nouveaux projets dans le Golfe. Ces entreprises interprètent les symboles visuels traditionnels ou évocateurs ainsi que des motifs historiques d'une nouvelle manière et les intégrèrent à des projets par ailleurs parfaitement modernistes, comme le terminal de Hajj à Jeddah, gigantesque prouesse technique réalisée par SOM et son célèbre ingénieur Fazlur Khan en 1982 et inspiré des tentes des Bédouins. De façon similaire, l'Assemblée nationale du Koweït de Jorn Utzon, aussi de 1982, évoque la voile d'une poutre du Dhow traditionnel sur un modèle ressemblant au projet emblématique précédent d'Utzon, l'Opéra de Sydney en Australie. Plus récemment, et dans un style qu'on peut appeler post-postmodern, AMP a déclaré que le modèle de son musée d'art islamique du Qatar, qui était construit en 2007-2008, était la fontaine Mamlouk, coiffée d'un dôme simple de la mosquée d'Ibn Touloun au Caire, achevée en 1298, dont les transitions transversales à forme épurée ont inspiré la construction en cube pivotant du musée. La fièvre d'une architecture grandiose se poursuivit à un rythme accéléré, en dépit de courtes interruptions dues à une série d'événements historiques qui ont secoué le monde, de la révolution iranienne en 1979 au printemps arabe d'aujourd'hui, ou bien l'hiver arabe d'aujourd'hui. Elle s'est même amplifiée sous la double influence d'un processus économique qui se développait depuis longtemps et d'un acte de terrorisme soudain et sans précédent. La chute de l'Union soviétique en 1991 et la mise au bain de quasiment toutes les politiques socialistes qui a suivi encouragèrent un capitalisme tardif, mondialisé, multinational et déjà répandu à étendre sa quête de nouveaux débouches rentables. Le Golfe arabe, croulant sous les liquidités, relativement négligé et désireux de diversifier et de sécuriser ses sources de revenus, présentait la combinaison idéale d'un marché bien disposé et d'un partenaire potentiel pour le commerce mondial. Les possibilités d'investissement dans le Golfe devinrent encore plus localisées avec les attaques du 11 septembre à New York et à Washington, D.C. De nouvelles dispositions financières et sécuritaires et des politiques impulsives visant prétendument à lutter contre le terrorisme eurent pour conséquence un déplacement partiel de la main pétrolière des Arabes des institutions monétaires occidentales. Certains entamèrent un retour au pays natal pour y chercher des investissements faciles et fiables. Mais par manque de main-d'œuvre qualifiée, de persévérance ou de normes établies pour de grands projets agricoles ou industriels durables,
cet argent répatrié a été ajouté aux fortunes locales pour investir dans des zones d'affaires et centres commerciaux gigantesques, des hôtels et résidences de luxe et des complexes touristiques, culturels et de loisirs. Immédiatement, l'architecture devint une image de marque et un outil d'emballage spectaculaire pour ces nouveaux projets somptueux qui poussèrent rapidement dans les villes du Golfe, telles que Dubaï, Abu Dhabi, Doha, Sharjah, Manama, Riyad, la Mecque, Médine, Jeddah et Koweït, tout comme d'autres villes moins prospères dans la région, et que dépassèrent tout sens existant de la mesure en ce qui concerne l'échelle, la forme, le luxe, la fantaisie et souvent la fonction et la vision urbaine. Je vous note ici, voilà le Kaaba. Vous voulez voir la différence d'échelle entre les nouveaux développements et le Kaaba, le centre spirituel de tous les musulmans. Dubaï, avec son esprit entrepreneurial, un laisser-faire économique débridé et une quête effrénée des investissements, fut la première à prendre cette nouvelle vague, puis à le mener enfin à s'effondrer sous le poids de son ambition trop dévorante, après que la crise financière mondiale l'ait touchée fin 2008. La ville entière, le désert environnant, et même ses eaux côtières devinrent le laboratoire visuel le plus spectaculaire au monde, où le seul frein aux lubies urbaines et architecturales semble être la capacité incontrôlée des architectes à repousser les limites de taille, de hauteur, d'excentricité et de désir, et la propension de leurs commanditaires à financer ces fantaisies. C'est ainsi qu'on trouve des îles artificielles en forme de palmiers, avec des feuilles allongées, multipliant de manière très importante le front de mer constructible dans la ville. On trouve une collection de petits îlots artificiels formés de sable du Golfe et disposés selon une projection de Mercator du monde vue par un satellite et vendus comme terrain de jeu pour les joueurs les plus puissants et peut-être prétentieux de la planète. On trouve une collection de gratte-ciel étrangement façonnés, rivalisant en nombre et en hauteur avec Manhattan, Shanghai ou Hong Kong, avec la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, auparavant la Burj Dubaï, qui s'élève à la hauteur incroyable de 828 mètres, soit 160 étages. On trouve un hôtel de luxe autour de la thématique de l'eau, qui porte le nom approprié Atlantis, qui veut dire l'Atlantide en français, en anglais, avec des aquariums contenant des poissons exotiques partout, une piste de ski à l'intérieur d'un centre commercial, dans une ville où il ne gèle jamais, et de nombreux autres projets fantastiques dont le but est d'impressionner. Dans cet univers du paraître, l'architecture de la ville capitaliste utopique, selon Mike Davis, semble avoir émergé comme un objectif conceptuel tacite, partagé par les concepteurs et leurs mécènes, pour attirer plus d'investisseurs dans un schéma financier cyclique qui semble avoir retrouvé un peu de vigueur après la crise de 2008, bien qu'il soit encore tôt pour le dire. Régionalisme approfondi, traditionnalisme, renouveau et même postmodernisme furent rapidement abandonnés au profit d'une nouvelle architecture excessive qui traduit clairement l'ambition de doter une recherche globale du luxe destinée aux riches d'une imagerie merveilleuse que Joseph Rickwert appelle prosaïquement le style émirat. L'exemple le plus frappant en est l'hôtel autoproclamé le plus luxueux, le plus grand et le seul 7 étoiles du monde, l'hôtel Burj Al Arab, évoquant une poutre, un dôme, conçu par Tom Wright de W.S. Atkins en 1999 et qui utilise tous les clichés de l'Orient merveilleux au service de jet-setters les plus fortunés. Le syndrome de Dubaï s'est étendu aux autres villes du Golfe
et même au-delà, aux villes principales des pays voisins qui ne peuvent pas soutenir de telles extravagances financières, urbaines ou sociales. Il existe 2 variantes de ce syndrome, parfois réunies en une seule. Des tours élancées cherchant à créer une silhouette exceptionnelle et futuriste dominant l'horizon, et des projets effectuant une promenade insolite dans des souvenirs dorés d'une splendeur originale, orientale, imaginaire, mais reconnaissable. Suivant la première variante, l'Al-Faisaliya Center, conçu par Foster et Partner, et la Kingdom Tower, conçu par El Reb Beckett, sont devenus des figures emblématiques de Riyad en Arabie Saoudite. Concernant le luxe oriental, l'hôtel Emirat Palace, achevé en 2004 et conçu par John Elliott, surpasse en réalité l'hôtel Burj Al Arab dans son déploiement de formes, de thèmes, de matériaux, d'espaces, de couleurs et de silhouettes inspirées d'un palace oriental des 1001 nuits, doré et fabuleux. Certaines villes du Golfe arabe cherchent à contrecarrer cet effet Dubaï, visiblement irrésistible, en investissant dans la culture et dans l'éducation, considérés à la fois comme pendant du mercantilisme pur, des tours de bureaux et d'appartements luxueux et des centres commerciaux caverneux, et comme des projets à long terme d'enrichissement social. De majeures avancées dans ces 2 domaines ont récemment été réalisées par 2 d'entre elles, Abu Dhabi et Doha. À Abu Dhabi, plusieurs projets de nouveaux campus sont notamment en cours, ainsi qu'un méga-projet culturel très ambitieux sur l'île de Saadiya, tout près de Abu Dhabi, comprenant 4 musées de renommée mondiale, un centre d'art de la scène et un campus délocalisé de l'Université de New York, NYU-AD, comme on le dit aux États-Unis, conçu par Raphaël Vignoli. Le premier musée est le musée d'art moderne Guggenheim, conçu par Frank Gehry et déployant ses formes fragmentées habituelles. Le second est le Louvre Abu Dhabi de Jean Nouvel pour les arts classiques, qui utilise une coupole blanche gigantesque animée par une trame de perforation géométrique comme une ombrelle couvrant une médina orientale de salles muséales selon l'architecte lui-même. Le troisième est le musée maritime de Tadao Ando, le japonais, qui a créé une structure simple et épurée, sculptée en masse dans la diagonale pour évoquer la voile du Dao. Vous voyez, le Dao a inspiré maintes projets dans cette région. Et le quatrième est le musée national Sheikh Zayed de Foster et Partner, qui, s'inspirant du thème de la fauconnerie dont Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan fut passionné, sera composé de 5 tours assemblées de façon à représenter les extrémités des ailes d'un faucon, selon l'architecte aussi. Le dernier bâtiment emblématique est un centre d'art du spectacle conçu par Zaha Hadid, une sorte de pieuvre géante flottant au-dessus de l'eau. Tous ces projets ont encore à identifier leur public, à répondre à ses attentes et à concevoir leurs missions culturelles et sociaux. Pour l'instant, il s'agit toujours surtout d'images scintillantes qui s'affichent sur les écrans d'ordinateurs d'admiratifs investisseurs potentiels, d'architectes ou des étudiants d'architecture du monde entier. Tous ces projets ont délibérément été commandés à des architectes stars afin de faire bénéficier les bâtiments qui constituent ces musées du glamour associé à ces créateurs de réputation mondiale. Peut-être fallait-il aussi une enveloppe exceptionnelle qui puisse faire office d'ambition, voire même d'alternative, à un contenu encore incertain et des tensions, des questions persistantes liées à l'échelle, l'extravagance et aux fonctions sociales ambiguës des musées eux-mêmes. Remarquez que le souk et le cultural exchange sont ici épousés. Ce processus hâtif et insatiable de croissance et développement vers le luxe des villes arabes du Golfe est toutefois accompagné de conséquences néfastes.
Les vestiges du tissu urbain traditionnel comptent parmi ses premières victimes architecturales. Ils ont été presque complètement détruits, à la fois pour effacer les traces d'époques de pauvreté et pour faire place à des constructions nouvelles plus rentables. Ce processus de luxification met également en relief de manière flagrante les différences de style de vie entre les autochtones fortunés et la foule de travailleurs pauvres qu'on a fait venir majoritairement d'Asie du Sud et Sud-Est et qui sont parqués dans des camps sordides ou des quartiers locatifs délabrés. Le déséquilibre qui frappait de nombreuses villes en développement dans la période postcoloniale, avec la bourgeoisie fuyant les centres anciens et remplacée par une immigration rurale pauvre, est observé de manière beaucoup plus prononcée dans les villes du Golfe arabe. Comme les immigrants ruraux dans les vieilles villes coloniales, les ouvriers dans les villes du Golfe sont pauvres, non qualifiés et sont victimes de discrimination. La différence est que ces ouvriers sont en réalité étrangers. Ils ne partagent ni la langue ni la culture de la population locale privilégiée ou des expatriés professionnels, pour la plupart occidentaux. Ces ouvriers ne bénéficient de plus d'aucun droit civique dans leur pays d'accueil. Les problèmes tragiques générés par cette situation sont encore loin d'être résolus. Les effets des injustices économiques sont ressentis plus durement dans les villes arabes voisines, plus anciennes et plus pauvres, et qui sont directement dépendantes de variations d'emploi, d'investissement et de dépenses dans les villes du Golfe. On remarque la prolifération de villes nouvelles, type Dubaï, autour de ces vieilles villes ou dans leurs centres commerçants. Cette croissance accélère la dégradation des centres historiques des villes de la vieille partie du monde arabe, déjà victimes d'une explosion démographique importante et d'une émigration rurale intensive qui s'accompagne de négligence et de corruption gouvernementale, d'un marché immobilier avide et d'une prolifération urbaine chaotique. Mais la conséquence la plus inquiétante de ces mouvements de population et de capitaux n'est ni architecturale ni urbaine. Il s'agit plutôt des droits civiques, acquis lentement et laborieusement pendant les 2 derniers siècles, qui s'affaiblissent et qui sont remplacés par un double processus de commercialisation déterminé par le marché, qui est en train de diviser la ville en 2 extrêmes. D'un côté, les vieux quartiers pauvres et délabrés sont privés des dernières traces d'une vie urbaine et transformés en communautés presque rurales, contiguës de squatters, régis par leur propre code informel. De l'autre, les nouvelles banlieues riches développent une identité consumériste, enjôleuse, néolibérale et mondialisée, qui accentue l'écart social et culturel entre ces résidents et les résidents des quartiers pauvres. Le printemps arabe en 2011-2012 était en partie une réaction à ces conditions oppressantes et promptait un changement complet du fonctionnement politique et économique du monde arabe. Et bien que ces répliques secouent encore durement et violemment la région, de la Syrie au Yémen et à la Libye, elles ont eu étonnamment peu de prise sur les États arabes du Golfe, même si on a pu voir au début une propagation timide à Oman, au Koweït et au Bahreïn. Est-ce que cette utopie d'une croissance fabuleuse et ininterrompue dans le Golfe arabe tiendra? Merci.